Alors, bonsoir Carole. Bonsoir Touraj. Je viens de lire votre livre que je trouve fascinant. Merci. Mais vous savez, je suis plutôt côté ingénierie. Oui. Je fais des machines, mais je ne suis pas la personne qui peut utiliser le mieux ces machines pour créer quelque chose d'utile. Là, c'est votre travail et vous le faites très bien. Merci. Et en lisant votre livre, même déjà avec le titre, Entre corps et machine, la juxtaposition de ces mots soulève déjà beaucoup de questions. J'aimerais commencer par parler de ce qui nous distingue des animaux. Et une différenciation, c'est que nous créons de la technologie, nous créons des machines, n'est-ce pas? Les animaux n'en font pas, en tout cas pas au niveau que nous définissons les machines et les outils. Et ces machines ont toujours été séparées de nous, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans votre livre aussi, c'est toujours le cas. Vous dites, il y a la machine d'un côté et puis l'humain ou le corps de l'autre côté. Mais je me demande combien de temps encore ça va durer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle, le XR, on est en train de plus ou moins effacer l'interface entre la machine et l'homme. Mais est-ce que la prochaine étape ne serait pas l'effacement total de l'homme ou de machine, ou une fusion entre les deux? Ce qui fait qu'on pourrait se poser la question, où est-ce que la machine s'arrête et l'homme commence, et vice-versa. Qu'est-ce que vous en pensez? J'allais vous dire, ça c'est très transhumaniste comme posture. Donc oui, je suis d'accord avec vous, il y a une question qui doit se poser au niveau de notre espèce humaine. Donc la question, elle se pose là maintenant. Il va falloir vite qu'on y réponde. Ce qui m'embête avec ce qui me dérange beaucoup avec cette conception de dire que finalement l'humain va faire corps avec la machine, c'est qu'on reste ce qui est pensé dans ce terme transhumaniste, qui n'est pas un concept philosophique, mais qui est d'abord une association qui joue sur ce terme, qui laisse le flou sur ce terme, alors que c'est une association de libertariens, c'est-à-dire qui est composée essentiellement d'abord d'Américains, avec une conception ultralibérale donc, et économique du monde. Et donc, quand on commence à penser la fusion corps-machine sous ce prisme-là, je m'inquiète beaucoup du corps qui devient un objet dont l'enveloppe charnelle n'a plus aucun intérêt et dont on ne se pose plus la question de l'espèce, en fait. On ne se pose plus la question de l'hominisation. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce point de vue-là? Je me pose la même question. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on ne se pose pas ce genre de questions. Il y a effectivement des inquiétudes. J'aimerais vous parler de ces inquiétudes de deux façons différentes. Et première façon, c'est de constater, d'observer que le monde avance et accélère à une vitesse exponentielle. On sait, en tout cas, il y a des gens qui disent que si on regarde la connaissance humaine depuis le début de ce qu'on peut appeler être humain, jusqu'à disons, début du 19e siècle, il y a eu autant de changements depuis le début de l'humanité et de civilisation jusqu'au début du 19e que de 19e au 20e. Et ça continue, n'est-ce pas? Mais c'est sans doute parce qu'il y a le capitalisme. Oui, alors je ne sais pas quelles sont les raisons. Certainement, le capitalisme a joué un rôle. Il peut y avoir d'autres raisons, mais en tout cas, j'espère que vous êtes d'accord qu'on va dans un monde qui de manière exponentielle en train de s'accélérer. Et on le voit, les technologies qu'on utilise, l'avancée technologique en 21e siècle, ça fait depuis seulement 20 ans qu'on est en 21e siècle,
est autant que probablement ce qu'on a vu pendant tout le siècle passé. Et si cette accélération continue, il y a même quelqu'un qui s'est amusé à le calculer, vers 2040-2045, on arrive à un point qu'on appelle la singularité, où il y aura autant de changements entre un jour et le suivant que depuis le début de l'humanité jusqu'à ce point. Oui. Et maintenant, si on arrive à ça, vraiment si les choses se passent de cette façon, dans ce cas-là, comment un être humain peut se trouver dans un environnement qui change à ce point, si ce n'est qu'essayer d'utiliser des outils, des machines, et combler ses faiblesses de la même façon pour pouvoir s'adapter de manière très rapide. Donc là, c'est une façon. Est-ce que vraiment le transhumanisme et l'intégration entre l'homme et la machine n'est pas quelque part le destin de l'homme et qu'on n'a pas d'autre choix? Parce que c'est un monde libre, évidemment. Il y aura des gens qui vont dire non, on ne va jamais accepter ça. Mais s'ils ne l'acceptent pas, c'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui dit moi, je ne veux pas utiliser email, je ne veux pas utiliser téléphone mobile, j'enverrai que des courriers et puis je vivrai comme on vivait en XXe siècle. Ça va être difficile pour ces gens. Donc, ça va être des gens qui vont être un peu dans la marge de la société. Et donc là, c'est une façon de voir. Et la deuxième façon de voir, c'est bon, est-ce que vraiment l'homme sera l'homme? Donc, est-ce que le transhumanisme, est-ce que l'humanisme se définit de la même façon? Est-ce que ce mélange entre l'homme et la machine, où on ne voit pas la différence entre quelle partie est l'homme, quelle partie est humain, est-ce que ce n'est pas vraiment une nouvelle race? Est-ce qu'on ne crée pas une nouvelle race et que ce serait vraiment pratiquement, je veux vous provoquer un peu, et les autres aussi avec, est-ce qu'on n'est pas en train, est-ce que nous ne sommes pas les derniers humains, définis comme humains? Parce que si vous prenez quelqu'un d'il y a 1000 ans, il y a énormément de ressemblances. Peut-être qu'au niveau connaissance, ce n'est pas la même chose, au niveau culturel, etc., langue, etc., peut-être que ce n'est pas exactement au même niveau, mais l'humain d'il y a 1000 ans n'est pas très différent d'humain d'aujourd'hui. Mais je me demande si l'humain de 2045 ou 2050 aura quelques ressemblances avec l'humain d'aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des super races qui n'existaient pas et qui, comme ils vont être beaucoup plus rapides pour s'adapter au changement, ça va être la race dominante de la même façon que l'humain sur cette terre, par rapport aux autres animaux, est devenu la race dominante. Et nous avons pratiquement pris toute la nature, tout sous notre contrôle. Est-ce que ce transhumain ne va pas faire la même chose? Et tous ceux qui ne le feraient pas ne seraient pas, après, dans la marge de la société, subir le reste. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous soulevez trois choses vraiment importantes. La première, c'est ce que vous venez de dire à la fin. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il va y avoir des inégalités absolument énormes comme on n'a jamais eu. Ça, c'est sûr. Donc, il y aura ceux qui pourront se payer les technologies et puis ceux qui seront les cobayes pour tester les technologies. Donc, ça, c'est sûr. La deuxième chose qui est intéressante dans ce que vous soulevez et qui, là, moi, me frise beaucoup, c'est qu'en fait, effectivement, le transhumanisme, en jouant sur ce terme, transhumanisme, s'inscrit, juste parce qu'il y a le même mot humanisme, dans l'humanisme de la Renaissance, pour certains des transhumanistes très connus, ou du XVIIIe siècle. Et cet humanisme-là, alors effectivement, de Descartes, XVIIe, voilà, il a vraiment placé le perfectionnement de l'humain.
Sauf que ce qui est intéressant dans cet humanisme-là, c'est que le perfectionnement du corps humain, de l'humain, il s'inscrivait dans un contexte collectif de politique sociale clairement établie. C'est-à-dire, sauf que le transhumanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est donc basé sur des entreprises privées américaines avec un ultralibéralisme de Milton Friedman, avec Reagan. Hein. Donc c'est ça la base du transhumanisme, qui reste une association, qui a un parti politique et qui s'est présenté en 2016 face à Trump. Donc c'est pas là, on n'est pas dans un concept philosophique tel l'humanisme des Lumières. Et cet humanisme des Lumières faisait en sorte qu'on pouvait inscrire ces nouvelles idées socialement. Là maintenant, avec le transhumanisme, c'est individuel. C'est-à-dire c'est un choix individuel avec un marché libre. Il n'y a plus d'État régulateur. Ça ne fait pas partie du tout de la politique des transhumanismes, ni du discours. Et donc, s'il n'y a pas d'État régulateur, il n'y a pas de loi. Si c'est un marché de libre-échange, le corps devient juste un objet d'échange. Et donc, effectivement, là, et c'est une manière très étrange de concevoir le surhomme, c'est-à-dire que cet humanisme a pensé l'humain dominant les autres espèces, que je préfère au mot race. Et ce qui me semble très important aujourd'hui, c'est plutôt le concept philosophique de post-humanisme, non anthropocentré, c'est-à-dire de peut-être repenser la place de l'homme pour éviter d'aller dans ce truc-là. Repenser la place de l'homme, non pas en dominant de la nature, comme il l'a toujours fait avec justement les humanistes, et considérer le corps comme une mécanique, un automate dominant, mais de redécentrer végétaux, animaux, le reste de la galaxie, dans une autre manière de considérer le corps dans ses pouvoirs, parce qu'on a toujours, depuis le début, depuis qu'on a fait du feu, on est toujours augmenté. C'est pas nouveau d'être augmenté en tant que corps. Si on ne s'était pas augmenté, on ne serait pas là en tant qu'espèce, parce qu'on n'a pas de griffes, parce qu'on on peut pas tenir dans la nature comme ça. Quand il fait froid, comme voilà. Heureusement qu'on sait se protéger. Donc il a bien fallu qu'on s'augmente d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est pas nouveau avec la technologie. Mais considérer, c'est-à-dire construire toute notre histoire humaine sur le fait qu'il y a une notion de progrès, sur le fait qu'on domine la nature et sur le fait que cette domination, elle est issue de nos inventions techniques et technologiques, eh bien, c'est oublier nos capacités humaines d'imagination, sensible, de manière de percevoir l'espace, par exemple, qui est multisensoriel, vraiment. Et ça, on n'en a pas des traces archéologiques de ça, c'est pas possible. Hein. Les chants, tout le pouvoir magique, toutes ces choses-là qui nous font qu'on est aussi des humains. Et ce qui nous a fondés, on n'oublie pas, c'est que le premier geste esthétique, c'est ça qui nous a fondés en tant qu'humains, c'est-à-dire qu'on a enterré nos morts, les funérailles, on a rendu sacré un corps, et ça fonde le premier geste esthétique, et c'est ça qui fait un humain. Si là, vous me dites que l'intérêt, c'est d'être encore plus dominant, parce qu'on a de la technologie, à faire disparaître tout ça, toute cette mémoire incroyable de nos corps, en fait, parce qu'on maintient une mémoire, pour moi, c'est pas concevable. C'est-à-dire que et c'est là où est le danger du transhumanisme, vraiment, mais vraiment énormément. Oui, je suis pas vraiment en désaccord avec ce que vous dites, hein. Y compris appeler le transhumain à une nouvelle espèce et non pas une nouvelle race. Mais moi, je l'ai appelé une nouvelle race parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois dans l'histoire où certaines races à penser qu'ils sont des surhumains ou meilleurs que d'autres, on a toujours fini mal. Et là, il y a ce danger aussi. Donc, il y aura des surespèces, vous avez raison, mais que c'est de la suite quand même de la race humaine. C'est un nouveau type d'humain. Et il faut se poser la question,
à tous les niveaux, pas seulement au niveau social et humaniste, mais à tous les autres niveaux, y compris la philosophie, y compris l'art. Qu'est-ce qui va arriver? Et d'ailleurs, je crois que j'aimerais vous poser la question parce que vous êtes l'artiste et je ne le suis pas. Et l'art dans tout ça, parce que le jour où les machines fusionnaient avec l'homme, on peut penser à un avenir où il y aura des machines indépendamment de l'homme et qui seraient aussi intelligentes que l'homme. Mais à mon avis, ça ne va pas arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'il y aura cette fusion. On est en train de le vivre maintenant. Il y a vous avez parlé de Facebook, Zuckerberg parle d'un avenir, et puis dans cet avenir, il parle des prothèses sensorielles, interface cerveau-ordinateur, Elon Musk et beaucoup d'autres. Donc cette fusion est en train de se faire. Cette séparation est finie. Maintenant, l'homme et la machine, la frontière est en train de disparaître. Ensuite, ces hommes, machines, transhumaines, ce que vous voulez appeler, vont créer des choses, vont avoir des nouvelles idées, vont créer des choses. Et de la même façon que l'homme a toujours utilisé ces outils, si c'était de la peinture, si c'était le langage, si c'était plus récemment le cinéma, et la photographie, etc., a toujours créé ce qu'on a appelé l'art. Et est-ce que si une machine fait la même chose, est-ce qu'on peut l'appeler l'art? En tant qu'artiste, qu'est-ce que vous en pensez? Et allons encore une étape plus loin. Et si c'est un homme qui l'a fait, un humain qui l'a fait, mais en étant augmenté, est-ce qu'on peut l'appeler encore l'art? Alors, c'est deux choses différentes, je pense. Mais je voudrais revenir à quelque chose que vous aviez dit avant. C'est-à-dire qu'effectivement, la fusion, la homme-machine, elle est en train de se faire, mais malgré nous. C'est-à-dire que tout nouveau usage, quel qu'il soit, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle fonction publique, on nous l'impose. C'est-à-dire ça va de soi d'utiliser tel logiciel. Ça va de soi, avec une crise sanitaire, de faire des cours, je suis enseignante, de faire des cours à distance. Sur cette plateforme-là, c'est ça le problème. C'est-à-dire que jamais on se pose la question de l'usage. On pourrait dire, bah non, pourquoi cette technologie? Pourquoi cette plateforme? Pourquoi cette extension, d'ailleurs? Et ça c'est très embêtant pour moi, c'est-à-dire de jamais se poser la question de l'usage. Et quand vous annoncez la fusion homme-machine, si on commence à se repositionner, et les artistes actuellement le font beaucoup, qu'ils utilisent d'ailleurs la VR, des technologies ou pas, ils reviennent à cette question de la place de l'homme dans l'univers qui n'est ni dominant ni centré. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui travaillent dans la nature ou avec des animaux ou qui rematérialisent ou recartographient, qui reconnectent la place ou avec de la nourriture, par exemple, parce qu'il y a aussi ça. Tout ce qui fait le sensible, l'attachement à la terre, l'attachement au territoire, à son propre corps. Et les artistes requestionnent toute la veine végane, le végétarisme aussi. C'est-à-dire, c'est bien, de manière générale, se reposer la question de ce qui nous constitue. Et ce qui nous constitue, c'est ces fragilités-là. Et ces fragilités-là, c'est pour ça que le climat aussi est important. Ces fragilités-là, elles nous remettent à notre place d'espèces fragiles. Et j'espère que ça ne va pas être une machine aussi simple que ça, même si toutes les entreprises qu'on connaît bien américaines, que je ne vais pas citer, déploient de plus en plus de technologies dont nous, en tant qu'espèce, nous sommes juste un aliment. Oui, en fait, c'est vraiment assez étonnant, et je crois que c'est là où on va finir, parce que c'est un débat qui ne va pas se finir. Non. C'est qu'on
parle de nos problèmes aujourd'hui et à court, moyen terme. On parle de la fin de l'énergie, on ne sait pas, le jour où il n'y aura pas de pétrole, etc., qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il y en a qui disent, bon, il y en a d'autres, mais pas assez. On parle de crise qu'on a maintenant, on le vit, toutes sortes de pathologies qui s'échappent à cause de la globalisation d'ailleurs. Hein. Oui. C'est pas nouveau, mais maintenant, ça se passe quelque part. Dans le monde, ça se propage partout. On parle de problèmes de climat. On est en train de détruire la planète sur laquelle on vit. Pas tellement de cette crise de transhumanisme. Et je ne sais pas, je crois qu'il y aurait encore du pétrole, je ne sais pas, en 2045-2050. Mais peut-être qu'en 2045-2050, on est trop loin et ces surhumains seront parmi nous et on est devant un fait accompli. Personnellement, je suis étonné qu'il n'y a pas assez de débat à ce sujet. En fait, on ne nous permet pas de faire du débat, puisque ça passe sous couvert de crise sanitaire, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut prendre en charge une crise sanitaire, mais la manière dont c'est pris en charge ne nous permet pas de débat, et on fait passer des lois sur la bioéthique, la gestation pour autrui, les manipulations génétiques, sous couvert de surveillance généralisée. Maintenant, on nous habitue à travailler chez nous. C'est-à-dire qu'on va annuler le corps dans le territoire, le corps au travail, le corps avec les autres, parce que c'est ça qui nous constitue aussi. Hein. C'est des espaces de sociabilisation. Et les manipulations génétiques qui, aujourd'hui, avec l'invention du ciseau CRISPR, tout est possible. Donc, on ne nous laisse pas le choix, en fait. C'est ça qui est compliqué. Et le transhumanisme, c'est un mot qu'on amène comme un fichet rouge. Donc, à la fois, ça fait peur, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, et on ne va pas avoir le choix, en fait. C'est ça qui m'embête beaucoup. J'espère que dans un débat prochain, je ne sais pas sous quelle forme, on va pouvoir discuter des bons côtés aussi bien que des mauvais côtés, parce que tout ce qui est nouveau fait peur. Hein. Donc ça, il faut reconnaître, des fois pour des bonnes raisons, et des fois peut-être juste à cause d'une méconnaissance de la chose, on ne sait pas quoi faire. Je pense que ça reste un problème, et j'espère pouvoir débattre avec vous et peut-être d'autres personnes qui pourront nous rejoindre sous une quelconque forme et aller un peu plus sur certains des points que vous avez évoqués. Je peux vous poser une dernière question? Oui. Puisque vous êtes favorable à cette pensée-là, vous allez vous cryogéner? Non, mais c'est une très bonne question. Et à mon avis, l'immortalité, parce que vous parlez vraiment de la vraie question derrière ça, c'est l'immortalité. À mon avis, l'immortalité sera à la portée du monde parce que justement ces prothèses neurologiques qui sont sur la base de silicone, qu'on va greffer. Aujourd'hui, on n'a pas la technologie pour ça, mais on n'est pas très loin. Le jour où on pourra greffer des machines qui auront une complexité qui sera 1000, 10 000, 1 million de fois plus que la complexité de notre cerveau, qui fait ce que nous sommes. Et que tout sera sur la base de silicone, et non pas le carbone, ça se détériore. Dans ce cas-là, ceux qui l'accepteraient deviendraient des immortels, parce qu'ils peuvent rester, en fait, dans la machine. Comme j'ai dit, ce ne seraient plus les mêmes personnes, ce ne seraient pas les mêmes espèces. Et ce serait même pas, on ne peut même pas individualiser, parce que n'oubliez pas, vous avez parlé de réseaux sociaux, Facebook, etc. Il n'y a rien qui empêche que ces prothèses se communiquent entre elles, et que finalement, en fait, il y aura, je ne sais pas si vous êtes fan de Star Trek et le Borg, hein, on deviendrait pratiquement des Borg.
où il y aura même pas de barrière de langue, il n'y aura pas de barrière de communication comme on les connaît aujourd'hui, et que les pensées et les sentiments et tout ce qui va avec vont être partagés d'une manière qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Est-ce que je veux faire partie d'un tel monde? J'aimerais en avoir le choix, à vrai dire, à tout moment. Donc je pourrais même peut-être décider, j'aimerais faire partie au lieu de mourir, j'aimerais faire partie de cette nouvelle espèce, cette nouvelle race, mais que j'aurais le choix de le terminer le jour où je veux, sans en y être obligé. Mais je comprends tout à fait qu'il y aura des gens qui n'aimeraient pas faire partie de ça. Ce qui me dérange le plus, c'est que ceux qui vont dire non, comme vous l'avez dit, quelque part seront obligés parce qu'ils seront mis à part, à côté. Et là, c'est ça qu'il faut trouver une solution pour ça. Parce qu'on ne peut pas avoir des sociétés à deux vitesses. On ne peut pas ne pas donner des chances à ceux qui veulent prendre ces chances, et on ne peut pas donner le choix à ceux qui vont prendre certains choix. Et n'importe quel choix. Mais c'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous accès à la même médecine, par exemple. Oui, mais depuis le début de l'humanité, n'est-ce pas? Oui. Donc, il y en avait qui avaient accès, je ne sais pas, à certains types de nourriture, à certains types d'environnement que d'autres n'avaient pas. Oui, mais on a changé de société depuis. Oui, c'est juste, c'est ça le problème. Est-ce qu'on ne devrait pas de nouveau changer notre société et pouvoir coexister avec, pas de manière hiérarchique, mais de manière pair au pair, avec ceux qui voudraient s'augmenter et ceux qui ne voudraient pas s'augmenter. Oui, parce que votre conception du cyborg, du coup, oublie, parce que ça, c'est une conception à partir de l'humain, du vieil humain qu'on est, on n'est pas encore augmenté. Donc voilà, si on considère qu'on est une vieille espèce, là, déjà, c'est qu'on conçoit ça de manière un peu utopique, d'une certaine manière, extrêmement cartésienne, hein, voilà, de la conception du corps, et c'est oublier tout le travail, par exemple, des personnes qui font de la méditation, des 7 corps. On a 7 corps, hein, en tout, on n'a pas qu'un. Ça, c'est très connu dans différentes religions. En méditation, on le sait, qu'il y a d'autres manières de percevoir l'espace. Ça, c'est oublier ça. C'est oublier toute la richesse de la génétique. Si on commence à tout couper, à tout sélectionner, à être dans un eugénisme incroyable, même au niveau du corps, pour pouvoir le connecter, je ne sais pas comment, c'est oublier que tout ce qui nous a fait notre richesse jusqu'à aujourd'hui, c'est le fait d'être sur Terre, d'être connecté à la Terre, de manger de la nourriture terrestre, d'avoir du soleil. C'est de percevoir les espaces avec nos chakras, avec un univers qui est beaucoup plus grand que nous. Et ça, c'est complètement oublié. C'est toute cette version-là est oubliée. C'est pas oublié. Je vais vous expliquer parce que vous avez tout à fait raison. Donc, moi, quand je dis j'aimerais avoir le choix d'être augmenté, et je ne suis pas en train de dire que je dois ressembler après à un type métallique, comme on voit dans des films d'horreur. On ne sera plus rien, futuristes. Il n'y aura aucune différence entre mon corps ce jour-là que maintenant, si ce n'est que je serai en meilleure santé, je serai probablement plus jeune, et je vais plus avoir tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui en tant qu'être humain, parce que bon, il y a des maladies qui existent, des générations, etc. Et je ne suis pas en train de dire pour autant qu'il faut oublier le reste. Absolument, vous avez tout à fait raison. Le reste, la question qui sommes-nous, où sommes-nous, où nous sommes et où nous allons, la philosophie et tout ce que vous dites.
même, même la théologie. Alors, je connais beaucoup moins les chakras et les 7 corps et des choses comme ça, mais y compris ce genre de choses. C'est pas, l'un n'empêche pas l'autre. À mon avis, l'un n'empêche pas l'autre. Et j'ai peut-être l'impression que beaucoup de ceux qui regardent, ceux qui sont en faveur de ce choix de pouvoir s'augmenter, et il faut faire très attention, pensent que ces gens-là, ils ne croient pas en Dieu, et ils pensent pas à l'âme, ils ne pensent pas à l'enrichissement autre que matériel de l'être humain. Non. Peut-être que justement, en étant augmenté, notre intellect va nous permettre de même avoir des réponses, ou en tout cas des modèles d'autres choses que nous connaissons aujourd'hui. Oui, mais si c'est toujours dans une idée de dominer le monde, ça n'a aucun intérêt. Oui, absolument. Oui. Moi, je ne pense pas que tous ceux qui disent, qui pensent à transhumanisme ou à un être humain augmenté, le voient dans une perspective de domination. C'est plutôt dans une perspective d'avoir le choix d'être sur Terre plus On n'aura pas le longtemps. choix. On n'aura pas le choix. On va nous l'imposer Euh, et il y aura ceux qui pourront l'utiliser pour réellement s'augmenter et puis tout le reste où on va être Des abus, je suis des tout à fait d'accord cobayes. avec vous. Des abus, absolument. Et aujourd'hui, on sait que des réseaux sociaux comme Facebook peuvent, d'une manière ou d'une autre, peut-être pas eux-mêmes, mais d'autres peuvent en profiter pour vous influencer. Imaginez-vous si vous avez une prothèse dans Ah votre bah cerveau, ça on c'est peut le vous reprogrammer. Je suis tout à fait d'accord. TikTok, Et c'est déjà ça, c'est le ça. genre de choses qu'il faut débattre, ce genre de choses qu'il faut regarder avant que ça arrive. C'est déjà là. Fortnite, plus la crise sanitaire, plus TikTok, c'est déjà fait. C'est déjà là. Bon, Bon, alors on va peut-être s'arrêter là, mais comme je merci vous ai beaucoup. dit, vraiment, j'apprécierais si on peut demander à Salar, je suis sûr qu'il va le faire, d'avoir d'autres débats et essayer de discuter peut-être certains de ces aspects de manière un peu plus structurée, et puis voir où ça nous amène. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.